Salut, c'est Gueule de Bois, on revient pour un troisième épisode spécial Noël. La petite fille aux allumettes, le conte d'Anderson, ça vous dit quelque chose? Cette histoire où une petite fille tente en vain de vendre des allumettes aux passants dans le froid de l'hiver et finit par s'endormir entre deux maisons. Ce conte, il parle de précarité, il parle d'isolement, mais il parle aussi de générosité et de solidarité. La période des fêtes est en effet propice à ces héros de grand cœur, mais aussi aux anti-héros comme Scrooge que vous devez certainement connaître. Avec les copains de Gueule de Bois, on a décidé de consacrer ce troisième épisode à l'exclusion économique et sociale pendant les périodes des fêtes. On le voit toutes et tous, les personnes sans domicile, les files d'attente à rallonge pour un repas, les personnes âgées abandonnées. Ces histoires du quotidien semblent particulièrement refaire surface pendant la période des fêtes de fin d'année, pour le meilleur et pour le pire. Alors que les associations tentent de relancer leurs appels aux dons, de grandes marques nous rappellent, à coups de spots télé, leurs engagements en faveur des plus précaires. Oui, la saison et l'ambiance de Noël semblent être des vecteurs de générosité. Mais pour mieux en parler, nous sommes venus à votre rencontre. Nous avons discuté avec des associations pour échanger sur ces notions de l'exclusion et de la solidarité, pour comprendre leur travail, mais aussi saluer leurs actions. Et d'ailleurs à ce sujet, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil sur notre Instagram, pod-gdb, si vous souhaitez faire un don à l'une des associations partenaires de ce podcast. Alors, on est venu à votre rencontre dans la rue pour savoir justement si vous aussi, vous aviez l'impression que, en fait, à cette période de l'année, les gens sont plus solidaires que d'habitude, ou je dirais même peut-être charitables, si c'est lié à une question de la fête de Noël qui est à l'origine religieuse. En fait, on ne savait pas trop si c'était comme ça partout, tout le temps. Donc, on est venu à votre rencontre pour vous poser une question et on a un petit vocal pour ça. Oui, après en fait c'est comment on peut dire ça, c'est l'esprit de Noël. Faut plus donner que voilà, c'est une partie de l'année qui doit être festive et joyeuse. Donc là, dans ce premier vocal, on nous parle d'esprit de Noël. Ce jeune nous parle d'esprit de Noël qui du coup l'invite peut-être davantage, en tout cas il imagine que ça invite davantage à de générosité quoi. C'est peut-être justement lié à la fête qui était religieuse, où effectivement l'origine Noël, il fallait, effectivement comme on le disait d'ailleurs dans l'émission précédente, c'est qu'on a toujours beaucoup de choses, de cadeaux, de nourriture. Ouais, c'est une fête de partage. On culpabilise aussi peut-être, ouais, on a envie de partager, mais on se sent aussi peut-être coupable en quelque sorte d'avoir autant sur la table et que Oui, c'est vrai. de l'autre côté, Pour faire un marché de Noël et on voit beaucoup de personnes à la rue, je sais pas. C'est clair. Mais ça fait débat et on voit que ça fait débat dans un deuxième enregistrement qu'on a trouvé avec vous à votre rencontre. Moi je dirais non parce que les situations sont les mêmes toute l'année. Donc la précarité elle est toute l'année, elle est de plus en plus amplifiée. Donc il n'y a pas de raison que ce soit plus marqué en cette période que les 11 autres mois de l'année. Ouais, mais c'est aussi parce que c'est une fête de famille, c'est cadeau, machin, on veut plus. Parce que moi, je suis dans une association, même dans deux, depuis 20 ans. Et bon, on fait plein de choses pour Noël. Oui, non, mais la question est de savoir si c'est plus d'actualité aujourd'hui que... Oui, à mes yeux, non. Si, je vais pas dire que c'est plus, mais on en fait plus. Donc là, on voit clairement que ça fait débat. On avait deux personnes qui se promenaient, qui nous disaient pour l'un non, pas forcément, et pour l'autre qui est dans une association, qui a des activités associatives, que elle voyait une augmentation de son activité en période de fête, ou en tout cas des dons et des personnes qui venaient à la rencontre de l'association. Et je pense qu'effectivement, c'est évident, entre guillemets, qu'il ne faut pas que donner en décembre. Les gens n'arrêtent pas d'être pauvres au 1er janvier. Mais effectivement, pour préparer ce podcast, j'avais discuté avec une amie qui travaille à la Croix-Rouge et elle disait qu'en fait, en cette période de l'année, ils reçoivent énormément de dons. En fait, les entreprises, par exemple, organisent des cagnottes au sein de leur entreprise pour les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner, etc. Beaucoup plus que d'autres moments. Et c'est vrai que nous, dans l'endroit où je travaille actuellement, on a justement une cagnotte de ce genre qui n'arrive qu'en décembre, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis, à la période des fêtes, je sais pas si c'est plus, ça coïncide peut-être davantage avec l'hiver du coup, mais t'as aussi souvent des dons en magasin, ce genre de choses, qui augmentent avec des demandes de si vous pouvez prendre des pâtes, des choses pas périssables, etc. Et vous pouvez nous le ramener. Moi, c'est quelque chose que je vois souvent en fait augmenter à cette période-là, quoi. Et puis il y a la question du froid aussi. Enfin, moi, je sais pas vous, mais j'ai vidé mon armoire en août. Voilà, je suis un petit peu quelqu'un de brouillon et pas très organisé, donc j'avais toujours pas jeté mon sac d'habits. Mais là, en fait, quand t'es arrivé le froid, je me suis dit mets-toi un coup de pied aux fesses et va donner ce sac pour que des gens puissent s'en servir cet hiver et n'aient pas froid en fait. Et du coup, c'est le truc qui m'a motivée à me lever le samedi matin et aller le foutre à la benne pour les habits récoltés, quoi. Ouais.
Et justement, en parlant de dons comme ça, de denrées alimentaires, ce genre de choses, on est allé à la rencontre de l'AFGES, qui est une association étudiante à Strasbourg, qui regroupe plusieurs associations étudiantes en fait, et qui propose aussi un service d'épicerie solidaire. Et écoutez ce qu'ils nous ont dit par rapport à cette période de fête, cette période de l'année peut-être plus propice à des dons ou à une forme de générosité. La période hivernale, encore plus lorsqu'on s'approche des fêtes de fin d'année, est effectivement plus propice aux dons. Les fêtes sont enclines à amener à penser aux autres, tout comme nous pensons à nos proches et aux cadeaux qu'on pourrait leur offrir. Ici, elles permettent souvent d'avoir un travail quasiment d'introspection en ayant conscience de ce qu'on détient et de ce qu'on pourrait offrir à l'autre. Ça permet aussi d'ouvrir un petit peu plus les yeux sur la précarité et sur les difficultés auxquelles peuvent faire face les autres. Depuis septembre, on ressent tout de même un creux en ce qui concerne les dons, mais il en reste qu'effectivement, à l'approche des fêtes, beaucoup plus de donateurs nous interpellent et nous questionnent sur les besoins des étudiants, pour eux aussi participer du mieux possible aux actions de lutte contre la précarité étudiante. Donc là, on voit clairement, c'est ce que tu disais, Aliénor, il y a une forme de parallèle qui est fait, de comparaison qui est fait entre ce qu'on a, nous, ce qu'on peut avoir, et ce que les autres n'ont pas, dans une période où justement on se fait des cadeaux, où on pense aux autres, où on achète pour les autres, et c'est peut-être ça aussi qui permet de rebooster l'activité de certaines associations. Et dans le cadre de l'épicerie solidaire tenue par l'AFGES, c'est le cas pendant la période des fêtes de fin d'année. Mais après, je pense que c'est même effectivement, nous, on y pense parce que on a peut-être la chance d'avoir, de manquer de rien à Noël, mais quand même, vous entendrez plus tard dans le vocal ma mère qui était infirmière libérale toute sa carrière et en fait avec qui j'ai beaucoup du coup discuté pour préparer ce podcast et qui me disait en fait que c'était quelque chose d'assez communément partagé, le fait que aux périodes de Noël notamment, c'était les personnes souvent les personnes les plus précaires qu'elle soignait, qui n'avaient presque rien à manger, qui lui faisaient toujours un cadeau, alors que parfois les personnes qui vivaient vraiment dans l'opulence n'avaient même pas un geste de remerciement et en fait c'est rigolo parce que vous suivez peut-être Baptiste Beaulieu qui est écrivain et médecin sur Instagram. Si c'est pas le cas, je vous encourage parce qu'il est vraiment très drôle et très intelligent. Et en fait, lui-même, il a fait un petit post la semaine dernière pour expliquer que c'était toujours pareil, c'était toujours les personnes qui avaient vraiment rien à se mettre sur le dos qui lui offraient un paquet de chocolat, quoi. Donc il y a aussi vraiment la question du remerciement. En fait, c'est peut-être une fête qui invite à l'amour particulièrement en ce moment-là aussi. Ouais, c'est possible. Il y a un sujet qui est particulièrement intéressant pendant cette période, et t'en as parlé, Aliénor, au tout début, c'est les personnes qui sont à l'extérieur, qui sont sans domicile pendant ces périodes de fête. Peut-être parce que c'est l'hiver, on les voit davantage, ça nous saisit davantage. Et d'ailleurs, c'est Tanguy qui a pas mal travaillé sur ces questions-là. Et moi, je voulais parler d'une situation qui permet de montrer un petit peu l'ampleur de tout ça. C'était il y a quelque temps, Camille Vega, qui est le directeur du Secours populaire ici sur le territoire de Strasbourg, où il disait qu'en juin, les services d'hébergement d'urgence recevaient 1370 appels par semaine et qu'en ce moment, donc c'était en novembre, ils étaient à environ 2900 appels par semaine. Ça représentait à peu près 600 personnes, tous ces appels, et que seulement 7% de ces personnes recevaient une réponse positive. Ça fait énormément de personnes sans domicile qui n'arrivent pas à trouver un hébergement d'urgence. Et donc forcément, c'est la question de la grande précarité dans cette période des fêtes. Je trouve qu'elle est, elle est dominante, quoi. Effectivement, c'est saisissant de voir que voilà, t'as des dizaines, j'allais dire des milliers quand même pas, mais des dizaines de personnes qui sortent des galeries Lafayette, et qu'au pied des galeries, t'as des personnes qui tendent la main. En fait, c'est oui, comme tu disais, c'est une période où c'est beaucoup plus visible, et d'autant plus que toi-même t'as froid quand tu sors chercher ton courrier dehors ou acheter le pain. Donc comment est-ce que tu peux pas avoir mal au cœur en voyant des gens qui dorment dehors? Donc effectivement, tu parlais des places en hébergement. Et je pense qu'on a un gros problème en France de la disponibilité de ces places-là. Et je veux dire, encore plus depuis la crise migratoire, où en plus de ça, il y a des personnes qui se sont arrivées dans la rue en plus, qui n'ont rien et qui sont également dans la précarité. Ouais, c'est sûr, mais c'est frappant de voir toutes ces personnes qui sont à l'extérieur et qui galèrent à obtenir de l'aide parce que il n'y a pas assez de places d'hébergement. Il y a quand même 27 associations à Strasbourg, il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont fait un grand appel alerte à l'État, parce que justement il s'est un petit peu désinvesti sur ces questions-là. Exactement. Et aujourd'hui, c'est très compliqué aussi pour les collectivités ou pour les associations d'arriver à encaisser ça. On le voit avec un autre sujet par rapport à cette grande précarité, c'est le nombre de maraudes. Je ne sais pas si tous les auditeurs, auditrices voient ce que c'est, mais
Le nombre de maraudes, c'est des personnes à pied ou à vélo parfois qui vont directement à la rencontre des personnes sans domicile pour pouvoir leur offrir un repas. C'est quelque chose qui a explosé, c'est une pratique qui a explosé et qui est de plus en plus visible. Et on ne compte plus le nombre d'associations de maraudes qui se sont lancées ici ou dans d'autres grandes villes. Parce qu'il y en a de plus en plus que ça monte, c'est que justement il y a de plus en plus besoin en fait. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous engager pour faire une maraude, vous pouvez en trouver partout, dans vraiment même les villages, les villes. Sur Internet et tout, vous allez retrouver plein d'associations qui font des maraudes. Donc, je parle de Nantes, il y a notamment la Goutte d'eau et à l'écoute de la rue, qui sont des groupes de bénévoles et qui vont justement, ce que vous disiez, dans la rue, voir les gens qui sont en difficulté pour leur apporter au-delà de la nourriture, des vêtements, etc., mais aussi du lien social, et où ils sont à leur écoute et vont notamment essayer de les diriger vers des services lorsqu'ils ont besoin d'aide, comme tu le disais tout à l'heure. On a un manque cruel en France d'hébergement d'urgence. On a à peine 145 000, alors qu'on peut compter aujourd'hui plus de 300 000 sans domicile fixe en France. Donc déjà, il y a un gros problème là-dessus. Et par ailleurs, combien d'appartements vides ? Ah oui, ça c'est clair que là, effectivement, on pourrait... Ouais. Je n'ai pas le chiffre, mais je sais que je l'avais déjà entendu. Et quand tu le mets en face, tu te dis... Ah bah à côté de ça, c'est phénoménal. Et quand tu parles des appartements vides, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé à plusieurs reprises à l'époque. Cette année, je ne sais pas si c'est le cas, mais souvent les préfectures, elles attendent un peu trop longtemps pour déclarer l'ouverture des gymnases ou ce genre de choses. Quand on est dans les périodes de grand froid, c'est toujours quelque chose qui met du temps entre la période concrète, la réalité météorologique en fait, et le moment où la préfecture autorise... Alors que c'est tout le temps le même moment, et puis bon, a priori aujourd'hui t'as plus trop d'excuses pour pas prévoir la météo 3-4 jours à l'avance, quoi. Donc voilà, c'était un sujet qui était important, et d'ailleurs on a aussi un vocal qui nous en parlait, qui parlait d'une situation particulière. C'était celle des femmes qui sont bien sans domicile. On vous laisse écouter ça rapidement. Surtout pas mal de gens dans la rue, hein. Bon, il y a aussi des femmes qui viennent, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un petit déj, hein. Alors donc voilà, c'était notre petit témoignage sur les femmes qui sont dans la rue. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question peut-être moins visible de la précarité du quotidien, puisque ça m'a fait penser, moi, quand elle m'en a parlé, à les femmes qui sont dans la rue par rapport à l'accès aux produits d'hygiène, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est aussi une précarité qui peut être quotidienne, qui est pas forcément une grande précarité de rue, mais une précarité du quotidien, familial, où on a du mal à finir les fins de mois. D'ailleurs, la fin du mois, c'est plutôt le 15 que le 30. Oui, c'est ça, des personnes qui peuvent avoir un toit. Des personnes qui peuvent avoir un toit et qui sont pas visibles, comme peuvent l'être, par exemple, des personnes sans domicile fixe, mais qui survivent aussi, en fait, et encore plus depuis la crise du Covid. Il y a 4 millions de personnes qui sont considérées comme mal logées dans des logements insalubres, etc. On les voit pas, et pourtant, ils sont là, et là, il y a des grandes difficultés, une grande précarité chez ces personnes. Et d'ailleurs, c'est le Resto du Cœur qui disent qu'en fait leur public qui a pris le plus de place maintenant, c'est justement ces personnes-là qui ont un toit, qui avant avaient un travail. Voilà, ils roulaient pas sur l'or, mais ils se débrouillaient, ils arrivaient à terminer le mois, et que c'est plus du tout le cas aujourd'hui en fait, et que c'est ces gens-là qui viennent encore plus que le public qu'ils avaient avant, c'est-à-dire des personnes sans domicile fixe. Et exactement. Et d'ailleurs, moi j'avais lu qu'en 2020, c'était en 2020, les lieux d'accueil de Caritas en Alsace, ils ont enregistré plus de 82 000 passages, c'est énorme, et que malgré le public habituel, plus d'un bénéficiaire sur deux n'avait, en tout cas déclaré, n'avait jamais demandé d'aide auparavant. Donc il y a un boom de ces situations où on n'est pas forcément en grande précarité, on n'est pas forcément sans domicile, mais on bascule dans une précarité du quotidien qui oblige à aller voir le Resto du Cœur, aller voir Caritas, aller voir des associations pour des aides alimentaires, pour des vêtements. Et pendant ces périodes des fêtes, on a aussi pensé à quelque chose de tout bête. C'est les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'offrir un Noël à leurs enfants, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des jouets sous le sapin de leurs enfants. Et justement, on a un jeune qui nous en a parlé, on vous laisse écouter. Avec mes parents, on a beaucoup fait. En fait, j'étais pas trop jouet, mais j'en ai donné un peu ce que j'avais. Voilà. J'avais beaucoup de peluches, des choses comme ça. Voilà, j'en ai donné. Là.
Donc, profitez. Si comme Aliénor, vous avez des sacs pleins de vêtements à donner en hiver, si vous avez des sacs pleins de jouets, ça fera plaisir à des personnes. Il y a énormément de points de collecte de ce genre de choses dans des associations. Mais même sans aller dans les associations, hein, si vous allez acheter un jouet à votre petite nièce, petit neveu, dans les magasins de jouets, ils récupèrent eux aussi les jouets usagés qui servent plus aux enfants. Ah ouais? Donc ouais, vraiment quasiment la plupart, King Jouet, etc. Ou même des grandes surfaces comme Auchan, ce genre de choses. Ouais, j'ai Vous jamais pouvez fait leur gaffe à remettre vos jouets. Vos livres aussi pour enfants, parce qu'on n'y pense pas assez, mais pareil, les livres, ça manque beaucoup. Justement, ça peut être très utile aussi pour offrir par exemple des cadeaux, des jouets aux enfants qui sont hospitalisés. Et je crois qu'on a aussi un petit vocal là-dessus. J'ai un truc aussi à l'hôpital pour les enfants malades. J'y vais une fois par semaine. Et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses là pour Noël. Il a été fait les petits gâteaux, les bredela, quoi. Combien de kilos 100 et quelques kilos. Pour en vendre et pour en donner parce qu'ils s'occupent aussi des EHPAD. Mais ça, c'est cette association, c'est pour les enfants à l'hôpital et pour récolter un peu d'argent, pour acheter des... vendus, donnés, etc. Ouais, vendus spécifiques pour Noël. Pour Noël, pour récolter de l'argent, pour acheter des jouets, des matchs pour les enfants dans les hôpitaux. Ça, c'est vraiment trop chou comme témoignage sur une association qui fait des petits gâteaux, qui prépare des jouets pour Noël. Et du coup, ça pose, Aliénor, la question de l'isolement aussi de publics qui sont à l'hôpital ou en EHPAD, ce genre de choses. Moi, je me suis vachement intéressée, même pas qu'à l'hôpital ou en EHPAD, même chez eux. Je me suis intéressée beaucoup à ce sujet par rapport à l'isolement. Donc ça peut être, comme disait madame, juste des enfants en fait qui sont hospitalisés le soir de Noël, qui ont des maladies très graves. Et donc, comme je le disais, il y a moyen de donner des jouets, etc. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal d'initiatives étudiantes en fait, où des jeunes allaient voir les enfants à l'hôpital le soir de Noël. Et je trouve ça hyper cool en fait d'avoir ce lien un peu d'un grand entre guillemets et d'un enfant en fait. Je trouve ça vachement sympa. Et sinon en fait, de manière générale, l'isolement social, ça existe à tous les âges de la vie, mais ça augmente et ça devient beaucoup plus massif quand les personnes deviennent plus vieilles. Alors je vais pas vous assommer de chiffres, mais je vais vous en donner quand même un qui m'a vraiment choquée en le lisant. C'est qu'une personne âgée sur 4 souffre d'isolement social. C'est énorme. Ça fait c'est énorme. C'est énorme en fait. Et c'est une personne sur 4, il y a la moitié qui souffre de mort sociale. Donc la mort sociale en fait, c'est quand vraiment il n'y a plus aucune relation. Alors je vais vous donner une petite définition de ce que c'est l'isolement social, parce que c'est plus complexe qu'on le pense. En fait, on a l'impression que c'est être tout seul, mais en fait c'est encore plus que ça. Je vais vous lire ce que dit le Conseil économique et social de l'environnement et environnemental. La situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Donc en fait, c'est la notion de qualité aussi qui importe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes seules qui voient par exemple une aide-soignante, une personne qui vient faire le ménage, mais ce ne sont pas des relations de qualité parce qu'il n'y a pas possibilité de parler de ses souffrances ou de ses bonheurs, ou juste de parler en fait, simplement de parler. Et donc, c'est une situation qui existe énormément. Et en fait, on a rencontré l'association Petits Frères des Pauvres. Donc, je vous laisse juste écouter ce que c'est. Le monsieur va vous expliquer de quoi il s'agit. Oui, l'association des Petits Frères des Pauvres, notre mission, c'est d'accompagner des personnes âgées, plus de 50 ans, jusqu'à 100 ans, parfois, oui. Des personnes qu'on accompagne, elles sont a priori isolées, seules, qui n'arrivent pas à sortir de leurs 4 murs. Alors, notre action sur le terrain, c'est rendre visite à domicile, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. On travaille en binôme, une semaine là, une semaine l'autre, ou enfin on s'organise, de façon à ce que si un bénévole est malade ou est en vacances, pour qu'il n'y ait pas de rupture de lien. Et c'est un lien qu'on établit de façon fraternelle sur la durée. Là, on voit l'activité de l'association des Petits Frères des Pauvres. C'est vraiment ce qu'ils nous racontaient. Enfin, moi, je sais pas, Aliénor, si tu te souviens, on était tous les deux. Moi, j'étais effaré par ce qu'ils nous racontaient, quoi, le nombre de personnes âgées qui sont en isolement. Et t'as bien fait de me reprendre, pas forcément que en EHPAD, mais chez eux directement, où il y a plus personne qui va les voir. Et d'ailleurs, c'est intéressant si vous allez sur le site des Petits Frères des Pauvres en ce moment. Il y a justement une campagne de communication sur ne les laissez pas seuls à Noël. Parce que c'est un sujet, c'est un vrai sujet.
Exactement, mais en fait surtout là, ce que fait Petit Frère des Pauvres, c'est que ça permet d'endiguer une dépression qui pourrait se transformer et devenir de pire en pire, parce qu'en fait l'isolement social, ça produit des situations, voilà, de dépression, mais aussi d'enfermement sur soi-même, parce que comme ces personnes ne voient plus de monde, ils ont l'impression de ne pas en être dignes, et après ils n'arrivent plus du tout à eux-mêmes en fait s'ouvrir aux autres et aller à l'extérieur. Et en fait c'est intéressant parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un pays, c'est le Japon, qui s'intéresse particulièrement à cette question. Il y a même un terme, on parle de hikikomori pour parler des gens qui sont tout seuls. Et très récemment, ils ont même nommé un ministre de la solitude qui travaille exclusivement sur ces questions-là. Il y a un robot aussi qui a été inventé au Japon, qui en fait se prête, c'est dans une collectivité, je sais plus exactement dans quelle ville, mais en gros il y a ce robot qui est prêté par la collectivité pour les personnes qui en ont besoin à titre gratuit. Et c'est un petit robot qui va à l'extérieur, donc qui va dehors dans la rue pour parler aux gens. Mais si vous voulez, c'est la personne qui est seule chez elle qui envoie les messages au robot, et le message dit en rencontrant une personne bonjour, ça va, enfin j'en sais rien, ce qu'il veut lui dire, quoi. Et donc voilà, c'est ce que je disais. Et tout à l'heure Gabriel, tu disais qu'effectivement il faut aider ces personnes-là, etc. Et justement en un petit vocal, je vous disais au début de ce podcast que ma mère avait beaucoup travaillé avec des personnes seules dans le cadre de son activité, et donc en fait elle nous donne des petits conseils. J'ai exercé mon activité professionnelle de soignante à la campagne, et à la campagne, je ne sais pas trop en ville, mais à la campagne, les gens, voisins, amis, connaissances sont souvent au courant de la solitude de la personne âgée et ont des petits gestes. Emmener un petit paquet, ramener quelques friandises, venir sonner à la porte, ne serait-ce que dire Joyeux Noël. Et ces petites choses mises bout à bout allègent un peu la solitude des personnes âgées. Donc voilà, si jamais vous êtes au courant vous-même d'une personne qui est toute seule, ça m'est arrivé quand j'habitais encore à Paris, d'une dame qui habitait en dessous de chez nous avec mon compagnon. On allait la voir régulièrement, et en fait c'était un beau moment de partage finalement. Je pense que tout le monde y gagnait, et c'était très sympa. Et ça me fait un peu penser, excuse-moi, je te coupe, ça me fait un petit peu penser à aussi, alors là on est à l'opposé de Noël, mais quand il y a les périodes de canicule, les villes qui mettent en place des réseaux de passage pour aller voir des personnes âgées, pour voir si tout se passe bien, si elles ont de quoi s'hydrater, etc. Exactement. Et en fait, du coup, ma mère m'expliquait qu'à Noël, ils ont encore plus la sensation d'isolement, parce que ils voient la lumière chez les voisins qui se réunissent, ils mettent la télé, ils voient Arthur et compagnie qui sont en réunion entre guillemets, et qu'en fait tout le monde est Arthur. Non mais c'est vrai, c'est le truc de Noël quoi, ou le grand cabaret, et que tout le monde est ensemble et pas eux en fait. Et justement, elle m'a fait un petit elle m'a donné une petite anecdote que je vous partage. Voilà, je vais pas en dire plus. Je me souviens d'une personne, une dame pour le coup très âgée, qui a eu un gros coup de cafard lors de mon passage le 24 décembre au soir, parce qu'elle me demandait comment j'allais fêter Noël, et que je lui en avais parlé un peu, et d'un seul coup, j'ai senti dans ses yeux tout le poids de son immense solitude. Je l'ai donc prise dans mes bras et serrée doucement, et après ce petit câlin, elle m'a regardée et m'a dit que ça faisait si longtemps que personne ne l'avait serrée dans les bras qu'elle n'en avait même plus le souvenir. Et c'était vraiment très touchant, ces mots. C'est hyper émouvant comme témoignage. Ouais, c'est hyper émouvant. Et je pense qu'en fait, ces situations-là, pour les personnes qui se rendent à domicile, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, si en fait, tout ce qu'on vient de vous dire, moi, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup. Ça vous donne envie d'agir. Alors, j'ai une chose à dire, alors si peut-être il y a des lycéens qui nous écoutent, ou même à la fac, ce qu'on faisait dans mon lycée, c'est qu'en fait on faisait une petite collecte et on allait distribuer aux personnes âgées des bonbons pendant cette période-là. Franchement, ça prend pas plus qu'un mercredi après-midi, et heureusement que c'est aux personnes âgées, parce que sinon. Oui, pardon, aux personnes âgées. Mais ça peut vraiment changer, ça peut changer une semaine ou même un mois d'une personne âgée. Donc, si vous avez la possibilité de l'organiser ça un peu, ou même dans votre entreprise, pourquoi pas, on pourrait tout à fait élargir. Vraiment, ça pourrait être cool. Et sinon, en fait, on écoute le bénévole de Petit Frère des Pauvres qui va nous expliquer quelles actions vous pourriez faire si vous souhaitez vous engager auprès d'eux. Alors, il y a différentes actions. Il y a donc la visite à domicile.
environ tous les 15 jours, une petite visite d'une à 2 heures. Et sinon, après, ils peuvent s'engager sur des actions plus collectives, Donc, on organise aussi bien des vacances, avec une participation en fonction des revenus de la personne. Des actions collectives dans nos locaux. On a des locaux Petit Frère à Strasbourg, donc on en a un qui est boulevard Wilson. Donc là, on organise des goûters, des jeux, différentes choses. Après, on n'est jamais... toute nouvelle idée est bonne à prendre, des cours de cuisine, enfin plein de petites choses comme ça. La ville nous a même proposé au mois de janvier, je crois que c'est le 14 janvier, il y aura un cours de peinture qui aura lieu au boulevard Wilson. Voilà, différentes petites actions et puis après toute nouveauté, toute bonne idée est bonne à prendre. Donc on voit finalement il y a plein de types d'activités qu'on peut faire dans de l'intergénérationnel et souvent c'est très enrichissant. Moi à titre perso c'est des choses que j'ai fait quand j'étais petit. Je faisais du bénévolat avec ma tante qui est animatrice en EHPAD. C'est pour ça que je pensais à l'EHPAD tout à l'heure. Et quand j'étais petit on faisait beaucoup d'animations pendant les périodes de fête, à Carnaval, à Nouvel An, à Pâques, à Noël. On faisait souvent des petits spectacles, on leur faisait des goûters avec des crêpes, etc. Cool. Et sincèrement je vous le dis, quand j'étais petit parfois ça me faisait râler d'y aller, j'avais pas envie d'y aller, mais en fait quand j'y étais, quand je le faisais, le petit sourire de quelqu'un qui était pas bien avant que tu arrives et qui se sent super bien parce que t'es là et que tu lui accordes du temps, franchement ça n'a pas de prix quoi. Bah ouais, c'est clair. Ma mère me disait que justement le jour de Noël, elle mettait toujours un petit bonnet de Noël qui clignotait. Bon, elle avait l'air ridicule, mais en fait ça faisait rire tout le monde et que rien que ça c'était gagné quoi. C'était ça le prix. Et du coup d'ailleurs, si vous même en dehors de Petit Frère des Pauvres, vous souhaitez, vous avez envie de vous engager, mais vous n'osez pas trop sauter le pas, on a demandé justement une bénévole de vous donner des petits conseils pour comment s'engager. Effectivement, là. Le mieux, c'est de s'adresser à la maison des associations, où on vous guide selon ce que vous avez envie de faire, quoi. On ne peut pas tout faire, il y a des domaines dans lesquels on n'a pas trop envie de s'engager non plus, par nature. Non, il y a pas mal d'associations. Donc voilà, si vous voulez sauter le pas, franchement n'hésitez pas, que ce soit Noël ou le 30 août, on s'en fout. L'important c'est de donner un petit peu. Après bien sûr rien n'est obligatoire et chacun en fonction de son temps et de ses moyens. Mais voilà, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un podcast là-dessus parce que j'ai l'impression que les gens sont plus solidaires à cette période-là. Donc s'il y a besoin d'un petit booster, on y va. Voilà, merci beaucoup encore aux associations qui ont répondu à nos questions, les Petits Frères des Pauvres, l'AFGES. Merci aux personnes aussi qu'on a croisées qui ont bien voulu nous répondre et nous accorder du temps pour ce sujet. Je pense que ça a donné un petit peu envie à tout le monde de s'engager davantage et de penser un petit peu plus aux autres pendant, comme tu disais Aliénor, la période des fêtes ou toute l'année en fait. Et vous trouverez aussi sur la page de Gueule de Bois sur Instagram, donc pod-GDB, une plateforme de dons. Donc voilà, si vous souhaitez faire un petit quelque chose pour Noël, vous pourrez le faire sur notre page Instagram. Voilà, allez, à plus au week-end prochain, bye bye.